Voilà, donc écoutez, bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver aussi nombreux aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur réseau et communication. Euh, Comme d'habitude, hein, je vais vous donner deux, trois petits conseils quant à l'utilisation de la plateforme. Devant votre écran, vous avez trois petits boutons. Vous avez le bouton Q et R, le bouton lever la main et le bouton converser. Euh, Avec le bouton converser, vous avez un petit chat. Alors, a priori, en fonction de votre écran, il peut se trouver sur le côté. Ça dépend comment vous gérez l'affichage, mais on peut le retrouver sur le côté. Vous pouvez poser des questions un petit peu au fil de l'eau sans aucun problème. Alors, pas trop de questions, hein. Sébastien, je sais qu'il les suit également de son côté. Il essaye, ouais. Il essaye, voilà, et il a trouvé les trois dernières. Hein. Je sais qu'en même temps, il gère un peu le chat sous YouTube avec ses élèves. Donc, C'est ça devient un peu compliqué. voilà. Ensuite, vous avez l'autre bouton qui est à côté qui est QR, donc question-réponse. Donc là, je vous propose au fil de la présentation, pourquoi pas de poser les questions. En fin de webinaire avec Sébastien, nous balayerons, on va dire, ces questions. Alors, je suis accompagné donc aujourd'hui de Sébastien, notre orateur et présentateur de ce webinaire, ainsi que Hugo Juano, hein, qui est en charge de toute l'académie, toutes les académies du Grand Est, du Hauts-de-France, de l'Île-de-France et de la région Centre, ainsi que Laurence Moulac, qui est là en charge un petit peu toutes les académies, on va dire, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et l'Occitanie. Voilà. Notre collègue Lionel, et je vérifie en même temps, si il est arrivé, donc je vais le mettre aussi. Voilà. Donc vous avez également après Lionel Pénisson, qui est avec nous également, qui lui s'occupe de toutes les académies de l'académie de Normandie, hein, jusqu'à excusez-moi, l'académie de Normandie jusqu'à le Grand Sud et la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. J'ai le téléphone qui sonne en même temps, donc on va le couper. Donc ce webinaire va être enregistré et fera l'objet d'un dépôt sur la plateforme Vimeo, où je vous enverrai les liens. Alors dès la milieu d'après-midi, fin d'après-midi, hein, vous aurez tous les liens d'enregistrement, puisque cet après-midi, on organise également un nouveau webinaire sur la construction mécanique. Sébastien, je crois que j'ai fait le tour et je vais donc te laisser la parole. Alors, juste la dernière petite chose. Juste la dernière petite chose. Alors, excusez-moi. Juste la dernière petite chose. Ben voilà, d'ailleurs, qui m'échappe hein, avec la perturbation par téléphone. Sinon, voilà. La dernière petite chose, c'est que pendant le webinaire, je couperai ma webcam. Hein, c'est simplement pour un peu alléger la bande passante. Alléger la bande passante. Voilà. Sébastien, tu as la parole. Donc bonjour à tous. Comme d'habitude, une petite présentation. Donc Sébastien Franchetot, je suis enseignant au lycée Léon Chéris-Sagras, donc dans l'académie de Nice. Je cherchais une solution pour faire des cours en visio à mes élèves à moi, donc classe de seconde, première et de terminale en MELEC principalement. Et voilà, donc je savais que RM avait une belle solution payante que nous, on ne pouvait pas se permettre tout de suite. Donc, je leur ai demandé de me prêter la plateforme et on en a décidé de faire quelque chose de plus généraliste et d'inviter tous ceux qui pouvaient, qui avaient envie de venir dessus. Donc, toutes les vidéos vous seront retransmises par les futurs emails par Frédéric qui va vous envoyer un lien sur les différents Vimeo. Moi, j'ai essayé de mettre toutes mes présentations utilisé sur un site. Alors pour l'instant, ça reste toujours un site perso. Hein. Je pense que demain matin, on aura plus d'infos sur la plateforme Pro de Techno qui est en train de se mettre en place.
Donc, je vous envoie sur le fil de conversation justement le site où vous avez toutes les présentations qui sont dessus, hein. Donc, en allant sur ce site erm-smartgrid.free.fr, vous aurez accès à toutes les présentations depuis le début des webinars. Bon, celle-ci, il va falloir que je la modifie puisqu'il y avait une faute sur le titre d'en-tête, mais bon, voilà, je le ferai dans la journée. Donc, vous allez avoir accès à toutes les présentations qui sont proposées. Alors, le but du jeu, c'est pas de faire des présentations exhaustives, hein. Comme je le dis à chaque fois, on n'a pas la science infuse. On partage des choses. Ce webinaire là sur le réseau et communication, on va dire qu'on reprend pas mal de bases pour les élèves. Donc, au niveau des réseaux et de la com, en fait, je me rends compte que pareil, hein, sur la com, on pourra en parler des heures et des heures. Donc, on va faire un peu de réseau, de réseau LAN, WAN, et on va faire aussi un petit peu de téléphonie. Mais je pense qu'à un moment donné, on sera peut-être amené à faire un webinaire supplémentaire sur tout ce qui est fonctionnement réel de la téléphonie, parce que c'est assez compliqué. On me dit que le lien ne fonctionne pas. Alors là, je vais vérifier de suite. Oui, pardon, c'est pas un tiret, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. http://rm.smartgrid.fr. Ça devrait mieux marcher avec ça. Normalement, quand vous cliquez dessus, vous arrivez donc. Alors, le problème, c'est que c'est un site perso pour l'instant, hein, donc la puissance, la bande passante dédiée, elle n'est pas énorme, donc ça nécessite. Ça nécessite d'être un peu patient pour l'instant. Dès qu'on aura la solution pro de techno, ça devrait mieux marcher. Donc pour l'instant, voilà, ça rame un peu, surtout là, si tout le monde se connecte en simultané, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, bref, passons. Donc je disais que là, on va faire un peu de réseau, mais alors vraiment de la partie basique du réseau. On a l'occasion de faire un autre webinaire sur un logiciel applicatif gratuit de chez Cisco mercredi, où on va parler un peu plus de paramétrage et autres. Le but du jeu, là, c'est vraiment de remettre les bases du réseau. Certains domaines, on est allé un poil plus loin, mais c'est vrai que ça reste quand même assez simple pour la compréhension des jeunes. Le but du jeu pour moi étant quand même que ce soit mes jeunes de seconde qui sont en masse présents sur YouTube à l'heure actuelle, et de première et de terminale qui puissent faire des révisions, et que les secondes puissent commencer à acquérir certaines notions sur ces différents réseaux. Donc toujours pareil dans mes présentations, hein, je propose toujours une partie vidéo. Moi, ce qui me permet, en fait, dans mes ateliers, d'avoir un peu plus de temps pour passer vers les différents groupes. C'est-à-dire que ça leur permet de voir aussi, à eux, déjà de prendre en main et regarder quelques notions avant que nous, on passe, avec mon collègue, justement, leur donner les différentes informations nécessaires à leur activité. Donc, voilà, l'INRIA a fait une belle vidéo, connaissant l'INRIA, c'est pas étonnant, sur les différents réseaux de communication. Les réseaux de communication. Lorsque des personnes s'envoient des lettres, que des abeilles partagent la localisation d'un champ de fleurs, ou encore que des neurones échangent des signaux électriques, ils échangent tous de l'information entre eux. On dit qu'ils forment un réseau de communication. Aujourd'hui, Internet est le plus grand réseau de communication. Mais comment ça marche? Imaginons que Lucie veuille envoyer une photo à Kevin. L'adresse mail de Kevin est associée à une adresse IP. C'est un code numérique qui permet de repérer l'ordinateur de Kevin sur le réseau. Internet fonctionne comme un énorme réseau routier. La photo et l'adresse IP de Kevin partent de l'ordinateur de Lucie et suivent une route jusqu'à arriver à une première intersection appelée routeur. Les panneaux de signalisation de ce premier routeur n'indiquent pas directement l'ordinateur de Kevin, mais d'autres grands réseaux, comme les panneaux d'autoroute qui indiquent les grandes villes, mais pas les petits villages. Grâce à l'adresse IP de Kevin, le routeur va choisir une direction qui rapproche la photo de sa destination. À chaque nouvelle intersection, les indications des panneaux de signalisation deviennent plus précises et la photo se rapproche de l'ordinateur de Kevin jusqu'à être suffisamment proche pour que l'adresse de Kevin soit clairement indiquée par un panneau de signalisation.
Le trafic de l'information qui circule sur Internet est réglementé par un code de la route, les protocoles. Des protocoles gèrent la quantité de panneaux par routeur. En effet, un routeur ne peut pas enregistrer toutes les adresses IP de la planète. Or, plus il y a d'objets connectés au réseau, plus il y a d'adresses IP. Il faut donc définir le nombre de panneaux nécessaires par routeur. Des protocoles gèrent la vitesse du trafic. Internet doit pouvoir supporter des grosses semi-remorques, comme des dossiers de plusieurs gigas, mais aussi des petites voitures de course, comme les messageries instantanées qui doivent fonctionner en temps réel. Des protocoles gèrent les questions de mobilité. Comment être sûr que Kevin reçoive sa photo s'il se déplace avec son smartphone et change de réseau? Ces problématiques ne touchent pas qu'Internet, mais concernent tous les types de réseaux. Les chercheurs INRIA cherchent de nouveaux protocoles pour optimiser la circulation des informations dans les réseaux de communication et les équations théoriques qui régissent les compromis à envisager. Donc voilà, cette vidéo, je la trouve pas mal. C'est très simpliste, mais elle donne déjà les mots dedans. C'est-à-dire qu'on va parler des routeurs, on va parler des protocoles, parce que les protocoles, c'est quelque chose de très important, sur tout ce qui est transfert au niveau Internet, d'ailleurs, pas qu'Internet. Donc je l'ai bien aimé parce que je trouve qu'elle met les bases d'une façon assez ludique, justement, pour que ça fonctionne. Souvent, on parlait de notions de cybersécurité dans tous les webinaires qu'on a fait, parce qu'on a fait pas mal de webinaires sur tout ce qui était smart. Et c'est vrai que la cybersécurité est quelque chose, comme je le disais, hein, sûrement il faudra qu'on en fasse un webinaire spécifique pour qu'on puisse contrôler justement toutes ces notions de cybersécurité. Là, c'est pareil, une petite vidéo qui est très sympathique là-dessus, qui nous permet de comprendre le principe de la cybersécurité avec les DNS. Donc là, on parle de filtrage DNS, donc Domain Name Servers. Le principe, c'est qu'en fait, on vient faire des filtres. D'accord, c'est un principe. Le service DNS est un besoin primaire. Je vais le laisser parler. Sans lui, il n'y aurait pas d'Internet. Vous avez tous besoin de DNS, vous avez tous un serveur DNS. C'est un peu comme l'application Contact de vos smartphones. Vous appelez Paul, vous ne connaissez pas son numéro, mais vous appelez Paul. Il y a évidemment un service derrière, c'est le DNS. Il est en charge de faire la relation entre Paul et le numéro de téléphone que vous appelez. Le service DNS, c'est la même chose, mais pour Internet. C'est la relation entre des noms Internet et des adresses IP. Le problème du service DNS, c'est qu'il est rarement maîtrisé, rarement filtré. Deux exemples, dans le privé, avec tout ce qui est objets connectés, IoT, nous encourons des risques. Il y a des interactions que nous ne maîtrisons pas. Dans le public, dans l'éducation, nous avons les accès invités qui nous font courir de nouveaux risques et pour lesquels nous devons nous protéger. Si l'on ne change rien, c'est toute votre organisation qui, avec le temps, va s'exposer à des risques de piratage et des risques de surf inappropriés. La passerelle web sécurisée Olfeo s'occupe à la fois des équipements maîtrisés et des équipements auxquels vous n'auriez pas pensé. Des équipements oubliés sur IP, des imprimantes, des caméras. En activant le filtrage DNS, on répond à l'enjeu d'instantanéité de la cybersécurité. Bloquer le risque en temps réel. Ce qui fait la différence du filtrage DNS Olfeo, c'est la qualité de notre base, travaillée depuis plus de 15 ans et mise à jour toutes les 15 minutes. 98% du web est connu, 98% de vos requêtes DNS seront connues. L'autre point clé est la capacité de notre passerelle à absorber une forte charge de trafic. Bloquer le premier appel risqué au serveur DNS peut se faire simplement et rapidement avec la solution Olfeo. Alors ne passez pas à côté de ce maillon essentiel de votre sécurité web. Donc voilà, alors cette vidéo, alors c'est vrai que je l'ai allée jusqu'au bout puisque c'est une vidéo récupérée sur Internet, hein, donc c'est pas pour faire un effet publicitaire, mais c'est pour remercier aussi le principe d'avoir partagé ces vidéos à un grand nombre sur les YouTube. Voilà, là ils amènent le principe du DNS, hein, donc le DNS qui nous permet en fait de pouvoir communiquer dans une langue que tout le monde connaît. C'est-à-dire, quand on va taper un site web, le nom d'un site web, en fait, il va aller chercher une adresse IP de ce site web. Donc, bien entendu, il va falloir qu'au milieu, il y ait quelqu'un qui transforme ce langage-là. C'est-à-dire qu'il va nous falloir un traducteur. Donc, ce traducteur, au niveau informatique, c'est le DNS. Et c'est vrai que la sécurité, la cybersécurité de ces systèmes DNS, là, c'est là où on peut se poser des questions. On sait que Google met en place des gros serveurs DNS, justement, que souvent on récupère sur nos machines.
Le problème de ces serveurs DNS, c'est toujours le même principe, c'est le problème de la sécurité et donc des différents hameçonnages possibles. Et qu'est-ce que derrière ils font de vos données. Donc, ensuite, dans les modes de communication, alors là, on ne va pas rentrer très très loin dans les détails, mais on a la partie VoIP. VoIP qu'on fait maintenant de plus en plus, on est quasiment tous à faire de la VoIP. Hein. Il y a la VoIP d'entreprise, bien entendu, qui est important. Mais en fait, on est de plus en plus tous en VoIP avec l'accès à nos box. Donc, la partie voix over the IP, donc sur Internet Protocol, hein, c'est-à-dire qu'on n'utilise quasiment plus les réseaux à l'ancienne, hein, puisque beaucoup d'entre nous, voire une grande partie d'entre nous, n'utilisent plus l'abonnement anciennement France Télécom. Et maintenant, de plus en plus, la partie justement ancien cuivre va être arrêtée par la société Orange. Saviez-vous que l'ISDN et la téléphonie analogique seront prochainement désactivées? La technologie Voice over IP, ou plus simplement VoIP, prendra le relais. VoIP, qu'est-ce que c'est au juste? VoIP signifie Voice over Internet Protocol. Cette technologie couvre toutes les fonctions de l'ISDN et bien plus encore. Si vous possédez un raccordement Internet, vous avez également votre numéro de téléphone fixe. Vous continuez à téléphoner comme d'habitude, sans interruption et en qualité HD. Les paquets de données de la téléphonie sont priorisés et ne subissent aucune perturbation en cas d'utilisation simultanée de l'Internet. Avec nos téléphones SIP, le changement est très simple. Il suffit de les raccorder, de transférer les contacts et de téléphoner. Une app pour smartphone vous permet d'utiliser votre numéro de téléphone fixe également en déplacement. Les frais de conversation restent bon marché partout dans le monde. Le système étant très évolutif, vous pouvez commander à tout moment des nouveaux numéros, des blocs de numéros et des fonctions supplémentaires. Contrairement à l'ISDN, la technologie Voice over IP ne vous fixe aucune limite et vous permet de téléphoner avec toutes vos lignes simultanément. Vous gérez de n'importe où et en seulement quelques clics vos paramètres de téléphonie pour tous vos utilisateurs et tous vos sites. En effet, l'installation téléphonique ne se trouve plus dans la cave de votre bâtiment, mais est hébergée dans un centre de données spécialisé en Suisse. Profitez des avantages de l'Internet et de la téléphonie fixe simultanément. En nous choisissant, vous misez sur un partenaire fort d'une expérience de plus de 10 ans dans le domaine Voice over IP. Une nouveauté qui a fait ses preuves. Ça, c'est une bonne chose. Donc, voilà, sur cette vidéo, c'est une explication assez simplifiée là aussi de la VoIP. Pour moi, la VoIP, c'est un thème à part entière, hein, donc ça fait partie des réseaux et de la communication. Alors, il parle de téléphonie SIP dedans, donc la téléphonie SIP. Alors, chez nous, ça commence à disparaître, cette téléphonie SIP. Il y avait un fournisseur d'accès qui avait laissé la place à toute la téléphonie SIP et qui est en train de l'enlever au fur et à mesure de tous les accords de roaming qu'ils ont de partout, en fait, sur leur réseau. Hein. C'est leur réseau de téléphonie et pareil, en téléphonie mobile, il est souvent basé sur de l'IP maintenant aussi. Donc, ils sont en train d'enlever cette téléphonie SIP pour l'instant. On verra si ça revient ou pas. C'est vrai que la gestion d'avoir le même numéro de partout en téléphonie SIP était bien pratique. Je sais que ça soulève pas mal de questions sur Internet d'annuler cette téléphonie SIP. Mais bon, maintenant, les accords de roaming nous permettent d'avoir accès à notre téléphone de partout dans le monde, quasiment. Hein. En Europe, ça c'est sûr, puisque l'accord a été signé au global. Donc, tous les fournisseurs d'accès donnent l'accès à notre téléphone à l'extérieur de la France. Bon, de toute façon, pour l'instant, on est en confinement, donc on a le temps de voir la suite. Hein. Mais bon, voilà, la téléphonie SIP, c'est quelque chose qui existe et je pense que ça fera partie toute la téléphonie mobile fera partie d'un webinaire à part, justement pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le détail, même si j'ai gardé une petite partie quand même à la fin de ce webinaire-là, où on va faire une petite explication du fonctionnement du réseau mobile. Parce que souvent, les jeunes, ils ne savent même pas comment ça fonctionne, leur téléphone. Ils sont toujours en train de jouer avec. Par contre, au final, ils ne savent même pas comment le téléphone émet une information à une antenne qui revient sur un réseau terrestre filaire. Donc, il va falloir qu'on retouche un peu ça aussi. Et enfin, la dernière vidéo que je voulais vous présenter, mais je ne vais pas vous la présenter en entier, c'est une vidéo que j'ai trouvée superbe sur l'histoire des télécoms. J'aime bien l'histoire, en fait, pour que les jeunes sachent d'où on est parti et jusqu'où on arrive. Donc, l'histoire des télécommunications. Alors, la vidéo est assez longue. Celle-ci, elle dure 8 minutes 39. Donc, je vais pas vous la mettre en entier. Mais je pense que ça peut être sympathique pour les jeunes de voir comment on a évolué dans la communication
entre autres avec le principe des symboles à distance, hein, où on répondait par des symboles avec deux bras mobiles et on faisait tourner, les symboles pour avoir ce qu'ils appellent le télégraphe de Chappe. Hein. Voilà, on avait des symboles différents et on répondait de ville en ville avec des symboles différents. Donc il y a pas mal de choses comme ça où après on suit l'évolution avec les premiers réseaux, hein, qui avaient été faits au départ aux États-Unis. Hein. Le premier réseau, c'était premier réseau Internet, entre guillemets, avait été fait au niveau des États-Unis sur 3 universités différentes pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc voilà, cette vidéo, moi je l'ai trouvée très intéressante. Alors c'est vrai qu'elle est un peu longue, donc je ne vais pas vous la présenter au complet aujourd'hui. Ça sera pour vous derrière, pour justement après pouvoir aller plus loin avec vos jeunes pour un questionnaire, hein, par exemple un QCM, où vous pouvez leur poser des questions sur l'évolution de nos moyens de télécommunication en France et dans le monde. Hop, je vais remettre un peu le son. Donc au niveau des réseaux informatiques, alors là c'est pareil, comme je le disais, hein, c'est resté très très simple. Je suis parti des différentes topologies de réseaux qui existent pour passer après à un principe de réseau client, serveur, en poste à poste. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs parties. Voilà, pour moi, au niveau des réseaux, il y a la topologie. Donc la topologie est importante. Alors là, c'est vrai que c'est encore une vieille image marquée hub, hein, mais on sait qu'on n'utilise quasiment plus de hub, on utilise des switches. Hein. On verra la différence entre un hub et un switch tout à l'heure, justement. On a la topologie bus. Donc la topologie bus, je vais pas aller très très loin dessus parce que c'est une topologie, on en a parlé sur les smart home et smart building, hein, le principe du bus de communication. La topologie en anneau, hein, token ring par exemple, qui était voilà, une des premières topos qu'on utilisait en réseau informatique. Hein. On envoyait un jeton sur le réseau et il n'y a qu'une personne qui pouvait communiquer à la fois. La topologie étoile, qui revient un peu à la topologie en arbre, hein, c'est que c'est simplement plusieurs étoiles en cascade. Hein. Et ensuite, on a la topologie maillée. Donc voilà, la topologie en étoile, c'est quelque chose. Hein, donc, comme je le disais, en fait, je vous ai mis des petites références, des petits textes derrière sur chaque partie, hein, pour justement pouvoir symboliser ça avec vos jeunes. De même pour la topologie en arbre, hein, qui est en fait une topologie en étoile avec plusieurs étoiles qui ont été rassemblées. Et la topologie maillée, qui est la topologie en fait qu'on reconnaît le plus, hein, parce que c'est la topologie qu'on a vue tout à l'heure en fait sur la vidéo, c'est la topologie Internet. Hein. C'est-à-dire qu'on tout est entièrement maillé, c'est pour ça qu'on appelle ça le web, hein, la toile, parce qu'en fait ça ressemble à une toile d'araignée et donc on vient relier tous les différents ensembles à plusieurs endroits, ce qui veut dire qu'on va être obligé d'avoir des routages, hein, puisque si on a une forte perturbation sur un côté, on peut détourner notre signal pour aller au même endroit où on voulait aller, mais en utilisant un chemin différent, hein, ce qui a d'ailleurs posé de gros soucis au niveau de la sécurité, ce qui pose toujours d'ailleurs de gros soucis au niveau de la sécurité. On a par exemple le piratage. À l'heure actuelle, on sait très bien qu'on a les piratages de films, musique, c'est un peu passé, puisque maintenant il y a quand même beaucoup de systèmes de musique en ligne qui ne coûtent pas extrêmement cher. Mais par contre, les films, il y a beaucoup de téléchargements illégaux de films. Et on se rend compte en fait que malgré les solutions qu'on essaye de trouver et d'utiliser, on n'est pas en capacité d'arrêter ça à cause de ce réseau maillé. Hein. On a eu des lois qui ont eu lieu en France, hein, la loi Hadopi, hein, qui est toujours, d'ailleurs, mais cette loi Hadopi, en fait, elle est limitée dans son action par rapport à sa capacité à savoir si c'est un piratage ou pas. Donc après, on pourrait rentrer dans les différents principes de téléchargement, mais je ne suis pas là pour faire un cours sur les téléchargements illégaux. Hein. Voilà, on a du peer-to-peer ou alors on a des accès dans direct download ou sur du FTP par exemple aussi. Donc voilà, c'est différent et c'est quelque chose que à l'heure actuelle, on n'est pas capable d'arrêter correctement pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a un système qui a tellement évolué, qui a tellement été maillé, qu'on n'est pas capable de contrôler tous les passages. Hein. Par exemple, en plus, si on passe par des VPN, hein. Donc on n'est pas capable de tout arrêter et tout bloquer correctement. Donc pour l'instant, on dirait qu'au niveau de la protection des droits des artistes et ainsi de suite, on a une petite sauvegarde avec Adopi, mais qui n'est pas flagrante. Et donc le partage en masse continue sur Internet sans problème. Donc, les réseaux clients-serveurs et les réseaux poste à poste, hein, bon, bah, ça, c'est le principe. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est des vieilles photos. Je n'ai pas eu l'occasion de les changer cette nuit. C'est encore écrit hub, hein, mais c'est vrai qu'on n'utilise plus des hubs, on utilise des switches.
Hein, le client-serveur, c'est le principe de requête-réponse sur une machine qui sert à ça, c'est-à-dire à un serveur. Donc, on vient envoyer des requêtes à un serveur pour avoir des réponses. Hein. Donc, chaque client est connecté au serveur. C'est grossièrement ce que l'on fait en fait régulièrement sur l'ensemble de l'Internet. Et après, on a des petits réseaux qu'on peut utiliser, comme on utilise par exemple dans les ateliers, hein, sur certaines choses, hein, sur nos systèmes par exemple. Si on n'a pas un réseau qui est complètement déployé, on vient utiliser du poste à poste, hein, c'est-à-dire qu'on vient interconnecter simplement notre matériel. On vient simplement interconnecter notre matériel pour qu'ils puissent discuter sans serveur entre eux, c'est-à-dire qu'on va aller chercher pas le serveur d'impression. Alors, en fait, il y a quand même un petit serveur, mais voilà, on vient connecter directement nos ensembles et pouvoir discuter sans posséder un serveur au milieu. Donc, les différents types de réseaux. Alors, j'en ai recensé quelques-uns. Alors, moi, je me suis arrêté à un moment donné parce que c'est vrai qu'en fait, on a plein de types de réseaux. Alors, dans ceux qui nous importent beaucoup à nous, on a des réseaux qui sont très, très connus. Hein. Le réseau LAN, donc le réseau local. Donc, par exemple, dans nos ateliers, on a un réseau local qui nous appartient. Alors, qui peut être un VLAN, hein, un réseau local virtuel, mais on a un réseau local. On a le réseau WAN, pour simplifier, ça serait le réseau de l'opérateur qu'on a derrière notre box. Hein, ça serait son réseau WAN. Le réseau MAN, c'est quelque chose qui n'a pas été très, très utilisé en France. C'est les réseaux métropolitains. Ça a plus été utilisé dans les grandes universités américaines, dû à l'étendue de leurs universités, hein, qui sont au sol d'une très grande taille. Donc, on utilise des réseaux qui sont un peu différents. Le réseau WLAN, en gros, le réseau Wi-Fi, hein, c'est quelque chose qu'on utilise en permanence avec nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs portables et ainsi de suite. Le réseau CAN, alors le réseau CAN, en fait, celui-ci, on l'utilise nous, mais on n'est pas des mécaniciens auto, hein, mis à part s'il y en a dans l'assemblée. Mais c'est vrai que c'est pas là où on est. On utilise ça en électricité aussi, hein, le réseau CAN. Mais c'est vrai que la plus grande application du réseau CAN, c'est quand même au niveau de l'automobile et la discussion entre les différents capteurs de la voiture et l'intelligence de la voiture. Ensuite, on a le réseau SAN. Alors, le réseau SAN, c'est quelque chose qu'on n'appelle plus vraiment SAN maintenant. C'est vrai qu'on parle toujours de data server, de dire on va faire du stockage, on va faire du data server. Et là, c'est le principe de base du réseau SAN, en fait. Hein, c'est du stockage en ligne. Donc, en fait, le réseau SAN nous permet justement de récupérer toutes nos informations entre le LAN et le WAN et d'envoyer tout ça sur un réseau SAN, c'est-à-dire un réseau de stockage, donc tout ce qui est data server, cloud, et ainsi de suite. Alors, le PAN, c'est pareil, c'est un réseau qui est méconnu, mais j'ai trouvé ça sympathique parce que le PAN, en fait, c'est un réseau qu'on connaît bien. Hein. C'est par exemple le réseau Bluetooth, hein. Dire qu'on va être connecté avec nos différents appareils de proximité. Hein. Donc, c'est un réseau de proximité, c'est le Personnel Area Network, c'est-à-dire que c'est notre petit réseau personnel. Vous mettez des écouteurs Bluetooth, vous branchez votre téléphone ou votre casque ou n'importe quoi à votre ordinateur. Vous avez donc ce réseau PAN, qui est un réseau typiquement personnel. Le réseau GAN, alors ça c'est pareil, hein, voilà, c'était la grande ligne du réseau Global Area Networks, chargé des communications à travers donc un nombre arbitraire de réseaux locaux. Donc c'était vraiment quelque chose qui avait été fait au départ pour lancer des grandes liaisons entre les différents pays. On sait qu'à l'heure actuelle, Orange, par exemple, a encore déployé une nouvelle grosse ligne sous-marine entre la France et les États-Unis, justement pour pouvoir récupérer tous les flux qui arrivent en ce moment. Hein, vous savez qu'en plus, avec le confinement, nos réseaux sont souvent à la limite de la rupture, hein, même s'ils annoncent que pour l'instant tout se passe bien. Il n'empêche que les grands acteurs de la VOD, par exemple, qui sont Netflix ou d'ailleurs Apple aussi, ou alors Disney qui arrive normalement demain, je ne sais pas, je pense qu'ils vont arriver demain, est-ce qu'aussi ils vont plus se repousser, c'est obligatoirement des afflux sur un réseau qui sont énormes, ça veut dire qu'on vient faire un bouchon en fait de voiture, hein, dans les circuits informatiques, et je pense que l'ouverture de Disney dans une période de confinement demain risque de créer justement un encombrement monstrueux. Alors je sais que Netflix et d'autres comme Amazon ont décidé de diminuer leur flux vidéo de 25% pour soulager tous les réseaux mondiaux, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont entièrement pris par un grand nombre de familles. Hein. Je lisais cette nuit, il y avait, je ne sais plus, 35 ou 40% en plus d'abonnements à Netflix que d'habitude. C'est-à-dire, voilà, on se retrouve vraiment dans une notion où on a beaucoup de monde dessus.
Et enfin, l'Internet Works, hein, ça consistait à connecter plusieurs réseaux informatiques distincts ou segments de réseau grâce à une technologie de routage commune. Alors ça, c'est quelque chose pareil, qui tend à disparaître. Alors, je m'explique, si ça tend à disparaître, ça veut dire que le réseau Internet maintenant, on vient créer, l'Internet Works, on vient créer justement des flux privés entre les différentes, par exemple, entreprises qu'on doit avoir, ou différents systèmes bancaires, si on veut qu'on ait une unité réseau, on vient créer des flux privés, et pour que ces flux privés soient fonctionnels pour tout le monde. Alors ensuite, les petits symboles graphiques. Alors moi, je sais que j'aime bien, avec mes jeunes aussi, qu'ils aient une notion. Alors on est toujours habitué, alors que ça soit surtout en Mélec, hein, de faire le schéma électrique. On demande toujours de tracer les disjoncteurs, le schéma unifilaire, le schéma développé du démarrage Intel. Pourquoi pas le faire sur le réseau? Parce que c'est quand même important, que c'est eux qui l'installent, donc il faut qu'ils aient ces notions-là. Donc c'est vrai qu'au niveau de ces notions, il y a des symboles graphiques qui existent. Donc le répéteur, par exemple, le concentrateur, le pont, le routeur, le commutateur switch. Alors il y en a plein d'autres, hein, qui existent. Moi, je reste sur une partie, très basique. C'est-à-dire que voilà, le répéteur, c'est quelque chose qui va nous permettre de répéter le signal pour qu'on ait des distances augmentées. Hein. Par exemple, un segment en câble avec on peut rajouter des choses différentes. Hein. Donc, par exemple, on peut mettre un câble réseau, puis derrière mettre un répéteur qui va nous permettre de pousser le signal avec une fibre optique, hein, ce qu'on appelle les transceivers. Le concentrateur hub, alors c'est ce que je vous disais, ça c'est quelque chose qui était le début de nos réseaux informatiques et qu'on a arrêté. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'était un hub, c'était quelque chose de spécifique. C'est-à-dire que quand quelqu'un voulait communiquer, il envoyait une information, et cette information repartait sur l'intégralité des objets connectés à ce hub-là. C'est-à-dire que, en fait, on créait un gros trafic sur l'ensemble des ordinateurs. Bon, il n'y a que celui qui était interrogé qui pouvait répondre, hein, puisqu'on le faisait toujours de la même façon, mais tout le monde, sur son flux, avait les informations qui arrivaient au-dessus. Donc, on créait un gros trafic. Donc, ça a été modifié et changé pour justement qu'on passe à un commutateur. Au lieu d'un concentrateur hub, on a appelé ça un commutateur, donc un switch. Et lui, par contre, il va prendre les décisions en fonction des adresses MAC de la machine, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le switch et aller à l'endroit, à la machine à laquelle il est destiné, c'est-à-dire qu'il va éviter d'encombrer les différents tuyaux, hein, les différents câbles qui relient les autres machines. Ce qui nous permet donc de diminuer la bande passante sur notre réseau. Donc c'est pour ça qu'on a des fois encore dans l'atelier, justement des hubs, hein, qu'on utilise, hein, parce que bon, on n'a pas toute la fortune du monde et sûrement encore moins après pour pouvoir avoir les réseaux qu'on a envie d'avoir dans nos propres ateliers. Mais il faut faire très attention à ces hubs-là, et ça nous permet justement d'expliquer aux jeunes, en faisant une petite analyse de bande passante, justement de leur expliquer pourquoi il y a eu des grosses migrations, hein, dans les hôpitaux, hein, dans les hôpitaux de ma région, par exemple. Hein, on parle des hôpitaux pour les remercier aussi. Dans les hôpitaux de ma région, il y a eu une grande opération il y a 8-10 ans de ça, où pour simplifier leur mode de communication et pour que ça aille plus vite encore, il y avait eu un grand travail exécuté justement sur le remplacement de l'intégralité des hubs par des switches, donc ce qui permettait justement d'avoir un réseau qui fonctionne mieux, hein, même si ce n'est pas la panacée à l'heure actuelle encore à certains endroits, mais c'est vrai que déjà juste le remplacement de ce matériel permet justement d'avoir largement plus de liberté au niveau de la bande passante. Donc un routeur, alors le routeur que tous les élèves connaissent en fait sans le connaître, mais ils le connaissent, c'est leur box de FAI. Leur box de FAI, en fait, c'est un routeur, puisqu'en fait, on est sur un réseau LAN du côté où on a branché nos ordinateurs, notre Smart TV, notre téléphone et ainsi de suite. Et derrière, en fait, on vient se remettre sur le WAN, donc sur le réseau du fournisseur. Et donc, en fait, la box elle-même, elle est un routeur, parce que la box, elle possède en fait 2 adresses IP. Une adresse IP qui est sur le LAN, que l'on utilise avec nos machines, et une adresse IP qui est l'adresse unique en fait de votre maison, hein, sur le WAN, et ce qui va nous permettre justement d'avoir un fonctionnement
unique en ayant tous les mêmes adresses IP à la maison. Moi, souvent, mes élèves me disent « Ouais, mais c'est bon, monsieur, moi, je pirate, mais c'est pas grave, je change l'adresse IP de mon ordinateur. » Donc oui, vous changez l'adresse IP de votre ordinateur, mais en fait, toutes les adresses IP de l'ordinateur, elles sont toutes sur le LAN basique, 192.168.0. quelque chose, ou alors .1. quelque chose. Si vous changez l'adresse IP de votre ordinateur, en fait, vous ne changez pas l'adresse IP de la box. Donc, la personne qui communique encore avec le serveur pirate, c'est toujours la même. Ça veut dire que c'est bien celle qui est ciblée chez vous. De plus, depuis ce qu'on appelait les dégroupages, donc se passer de l'abonnement France Télécom et donc d'avoir une connexion, souvent c'était des groupages total, donc avec adresse IP fixe. Donc, c'est-à-dire que votre box, elle est bien entendu avec une adresse IP qui ne change plus. Même quand vous débranchez ou rebranchez la box, ça ne change pas. Et de toute façon, même avant, quand ça changeait, c'est-à-dire qu'on changeait l'adresse IP en redémarrant la box, mais c'était quand même rentré dans une table d'adressage avec les jours, les dates et les heures de connexion. Donc, on pouvait très bien retrouver qui on avait envie. Donc, voilà pour les petits symboles graphiques. Alors, tout ce qui est modèle OSI, les couches réseau, c'est vrai que j'ai voulu faire un petit truc parce que j'ai trouvé quelque chose sur Internet qui était sympathique. Pour moi, ça reste assez compliqué pour des jeunes en bas niveau. Alors, j'espère qu'il y a des SN en face parce que là, vous pouvez vous en servir. Donc, le modèle OSI, c'est le modèle par excellence du réseau informatique. Cet exemple, moi, je l'ai trouvé génial. C'était l'exemple justement d'envoyer une lettre avec le modèle OSI. Donc, on a toutes les couches du modèle OSI. Donc, on va écrire la lettre avec un stylo. La lettre est donnée à la secrétaire anglophone qui l'a traduit. Elle la met dans une enveloppe pour la passer à l'écrit. La personne chargée du ramassage donc, passe au service A pour ramasser au courrier. Donc, le service de courrier effectue un tri et puis va la franchir. Le courrier est déposé au bureau de poste. Donc, on arrive au bureau de poste. C'est passé donc par une voiture ou pourquoi pas un camion dans le centre de tri. Dans le centre de tri, on va l'acheminer à l'aéroport par train, par exemple. À l'aéroport, le courrier est transmis à l'aéroport de Pékin. D'accord ? Et le courrier est transmis à l'aéroport au centre de tri. Le centre de tri va lui aussi donc le renvoyer après sur le bureau de poste pour l'envoyer au centre de courrier. Donc après, le service courrier de l'entreprise va trier obligatoirement son courrier. Et en fait, au final, on va se retrouver avec notre lettre qui est arrivée donc, au service et qui va être donnée à la personne à qui on avait écrit. Moi, j'ai trouvé que ce système-là était très, très bien fait puisqu'en fait, il montre les 7 couches de l'OSI pour expliquer justement comment fonctionnent les différentes parties, application, présentation, session, transport, réseau, liaison et physique, justement pour qu'on montre comment ça fonctionne dans un réseau d'une autre façon. Donc les 7 couches, alors là c'est pareil, l'OSI reste un modèle un peu compliqué pour des élèves débutants. Pour les MELEC, ça reste encore très compliqué, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de savoir que ça existe et surtout de voir la différence qu'on a entre le protocole TCP/IP, donc celui qu'on utilise la plupart du temps, donc qui est un protocole le TCP avec l'IP, donc le protocole IP, Internet Protocol, et avec le TCP, donc qui est là pour justement contrôler les transmissions. Donc c'est le protocole de contrôle de transmission qui va nous permettre de savoir si quand on envoie une information, si de l'autre côté, il a bien reçu l'information que l'on voulait. Alors il y a certains autres protocoles qu'on aura l'occasion peut-être de voir tout à l'heure. Le TCP, c'est vrai que quand on veut avoir un principe sécurisé, on a le principe UDP. Là, on va plus l'utiliser, par exemple, sur un système de communication. Il y a un exemple qui est régulier, c'est quand je télécharge, par exemple, un gros fichier. On ne va pas parler d'un film, mais on va parler d'un gros fichier. Si un fichier fait 20 gigas et qu'on le télécharge, et qu'on est sur un protocole UDP, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérification que la transmission s'opère correctement. Il est possible que quand on ait fini de télécharger nos 20 gigas de fichiers, ce fichier ne s'ouvre pas. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il manquait quelques paquets dans la transmission et qu'on n'a pas vérifié justement que ce contrôle soit fait correctement. Donc le protocole TCP/IP, c'est un protocole qu'on utilise beaucoup sur nos protocoles de machine, justement pour que quand on vient communiquer avec nos machines, on s'assure que les réponses attendues et les requêtes que l'on fait, elles soient prises en compte, dans leur globalité et qu'il ne manque pas des informations au milieu pour éviter un massacre. Par exemple, dans les usines 4.0,
on en a parlé il n'y a pas si longtemps, de l'usine 4.0, de faire très attention justement à ce que les protocoles employés soient les protocoles qui soient les mieux adaptés, c'est-à-dire que le TCP/IP est très très adapté pour ça. Ça va nous permettre justement de faire des discussions sans omettre de paquets de transmission, c'est-à-dire d'avoir les informations vraies et exactes. Et donc, en fait, ce qui est important pour moi là-dedans, c'est la comparaison entre ce TCP/IP et ce grand modèle OSI, où on a le modèle TCP/IP avec les 7 couches, et en fait, on a le modèle DOD, le modèle TCP/IP, où on a en fait le même principe, sauf qu'on est bien plus encapsulé, c'est-à-dire que le physique et la liaison, c'est ce qu'on appelle l'accès au réseau. Le réseau, c'est l'Internet IP, le transport TCP pour la partie 4, et la 5, 6 et 7, c'est de l'applicatif et services Internet. Ça veut dire que c'est le même modèle, même principe de modèle. Par contre, ce principe de modèle, en fait, est encapsulé à différents niveaux pour qu'il soit simplifié pour notre utilisation. Donc ensuite, sur ces différentes présentations du réseau, alors moi, ce qui m'importait, bien entendu, c'est la partie aussi de mes élèves de seconde, c'est-à-dire les raccordements. Donc, il faut qu'ils raccordent, il faut qu'ils soient en capacité de reconnaître les câbles, de savoir quels câbles ils doivent utiliser. Donc, on a plein de choses sur les câbles. Alors, je sais que l'heure tourne et que je vais être encore à la bourre comme d'habitude, mais bon, on a les types de câbles. Alors, les types de câbles, alors, on verra qu'il y a plein d'appellations. Je sais que j'ai certains collègues qui vont sauter au plafond, mais on a plein d'appellations. Après, pour moi, l'intérêt, il y a l'appellation, ça c'est un fait. L'intérêt, c'est que le jeune sache de quoi on parle. Donc, on a les UTP, les FTP, les STP, les SFTP, les SSTP. Voilà, qu'est-ce que c'est en fait ces appellations différentes? Ça dépend s'il y a des écrans et des blindages sur le câble. Donc, en fait, on a le principe de dire, voilà, on a des câbles qui sont non blindés, non écrantés, le câble UTP. Donc, c'est un câble qu'on peut poser dans le cas où il n'y ait aucune perturbation autour de lui, il n'y a aucun champ magnétique, aucun courant de forte puissance, parce que là, dans ce cas-là, on serait bien ennuyé pour avoir une fonction globale du câble réseau. Le FTP, alors le FTP, il est écranté avec une feuille d'aluminium. On a le STP qui est écranté paire à paire. Et après, on a la SFTP, donc lui, il est écranté et blindé. D'ailleurs, je me suis trompé. C'est pas paire à paire, là, c'est un écranté complet et paire à paire. Donc ça, je le modifierai. Et le STP, il est bien blindé paire à paire avec un blindage autour. C'est-à-dire que c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment avec un niveau de protection supérieur à tout. Le problème, bien entendu, c'est le prix des conducteurs et des câbles. Donc voilà les dominations officielles, pour ceux qui sont plus puristes là-dessus, qui définit justement les différentes dénominations courantes, parce que c'est vrai que sur le chantier, on va parler de câbles de cette façon-là. Par contre, les dominations officielles, elles ont une référence particulière. Donc les catégories, alors ça, voilà, c'est pour vous dire que ça existe. C'est vrai que pour mes jeunes, moi, je préfère leur montrer qu'on utilise des câbles voilà, qui ont des différents niveaux. On peut monter jusqu'à la catégorie, d'accord, on monte à différentes catégories. Qu'est-ce que je leur explique là-dedans? C'est surtout qu'ils doivent utiliser le câble nécessaire quand ils vont faire par exemple un réseau VDI d'une villa. Il va falloir qu'ils utilisent les bons câbles suivant les signaux qui vont passer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va falloir par exemple, celui-ci, on va se retrouver avec une bande passante pour du satellite en 2,2 MHz, 2200 MHz, pardon. Donc il va falloir faire attention à ce qu'on veut passer dans notre réseau VDI. Trop souvent, j'ai vu des installations électriques en VDI qui ont été faites en disant on va passer la télé sur un câble et dessus, c'était du catégorie 5 et bon grade 3S, donc, qui ne fonctionnait pas du tout pour faire passer les signaux nécessaires, ou alors les chaussettes d'isolement étaient mal mises et ainsi de suite. Petite chose importante au niveau des conducteurs, une pratique un peu habituelle, mais le monobrin et le multibrin. Dans les câbles réseau, là aussi, il y a du monobrin et du multibrin. Moi, je vois souvent dans mes ateliers des jeunes qui me disent « Ouais, mais monsieur, j'ai essayé de faire ma jarretière, mais la Fishma, la RJ45, ça ne marche pas, elle n'arrête pas de glisser. » Ouais, parce que souvent, quand on fait ça avec du câble monobrin, qu'on appelle aussi câble d'installation, c'est des câbles qui arrivent de prise en prise, donc souvent femelle à femelle.
c'est vrai que les RJ45 mâles, quand on vient avec la pince essayer de la sertir, ça ne la sertit pas correctement. Et c'est vrai que l'utilisation du multibrin est plus appropriée pour faire tout ce qui est principe de jarretière, même si maintenant, faire une jarretière, quand on voit le prix des différents matériels séparés, quand on voit le prix d'une jarretière au complet, je ne suis pas sûr de l'intérêt de la construire encore ensemble. La norme, alors la norme de raccordement, donc le IA TIA 568, hein, donc la A et la B. Alors en Europe, on est sur de la B. En Europe, on fait de la B, on fait des raccordements en B. Alors je dis en Europe, et en fait, les États-Unis qui étaient en A, donc sont encore en partie en A, mais un des plus gros FAI chez eux, AT&T, en fait, est passé aussi en B. C'est-à-dire qu'on fait du raccordement en B, c'est-à-dire qu'on vient raccorder en fait un code couleur par rapport au bornier. Donc ce code couleur est à respecter, bien entendu. Alors, pas que si on fasse autrement des deux côtés. Si on fait pareil des deux côtés, ça marchera aussi. Mais bien entendu, c'est pour la suite. C'est-à-dire que quand on va faire des interventions sur ce réseau-là, s'il n'y a plus aucun code couleur qui se respecte, on ne sait même plus si notre problème est un problème de raccordement, de câblage. Donc en fait, on a une norme qui est là justement pour nous aider à contrôler rapidement et facilement les différentes mises en place des câbles et des conducteurs réseau dans les baies de brassage, sur les prises de murales et ainsi de suite. Donc pour construire un câble droit, hein, de plus en plus on construit que des câbles droits, c'est-à-dire que le basique, hein, c'est de câbler des deux côtés avec le 568B. Donc on vient câbler avec le code couleur dans l'ordre sur les broches des deux côtés. Ça nous permet justement d'avoir un système de câble droit qui va nous permettre de communiquer d'un ordinateur à un switch ou à une box ou à autre chose. Le câble croisé, lui, le principe est un peu différent. Alors le câble croisé, il y a deux types de câbles croisés en fait, hein. Il y a un câble croisé qu'on dit complet. Il y a le câble croisé qu'on fait en fait tout le temps quand on veut faire une communication d'ordi à ordi, c'est qu'on vient croiser que partiellement la paire 1, 2 et 3, 6, hein, donc la paire d'émission et de transmission. On vient les croiser justement pour que l'émission arrive sur la transmission et inversement. Donc comme ça, on se retrouve avec un câble qui est croisé, mais en fait c'est un croisé partiel puisqu'on ne croise pas tout, on laisse la paire 4 et 5 au même niveau et la paire 7, 8, pareil, correctement câblée en face à face. D'accord ? Alors après, c'est pareil, c'est du geste un peu professionnel que j'ai voulu mettre pour mes jeunes. Le montage d'une fiche RJ45. Donc la fiche RJ45, voilà, il y a une petite vidéo rapide des outils et comment on fait pour faire une fiche RJ45. Donc comme je le disais, hein, avec du multibrin, pour moi, hein, après c'est un avis personnel, mais le monobrin, il n'est pas du tout adapté avec ce principe justement de mise en place de système. Donc, la chose à savoir, c'est qu'on vient toujours dégainer un câble réseau. Par contre, on ne vient jamais le dénuder. Hein, je dis ça surtout pour mon jeune. On ne dénude pas un câble réseau. Tous les connecteurs sont autodénudants à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de dénuder. Si vous dénudez, vous allez faire un dénudage qui n'est pas opérationnel et vous risquez d'avoir donc des petits courts-circuits sur les différentes paires, puisqu'obligatoirement, en fait, la partie dénudée va se toucher dans les connecteurs. Donc voilà, ça c'est une vidéo, alors je la passe rapidement, où on vient montrer justement le fonctionnement, comment on trie avant de positionner la clé. Ça veut dire que ça nécessite justement un entraînement pour ceux qui veulent le faire. C'est-à-dire que ça nécessite justement de prendre son temps et de bien aplatir le schéma câblage droit, par exemple, comme là. Donc de bien mettre le blanc orange, orange et ainsi de suite correctement pour pouvoir venir le rentrer dans la fiche RJ45 et le sertir avec la pince qui va pour. Le sertissage ne se fait pas avec une pince universelle. Ça se fait avec un outil qui est prévu pour. Donc, il en va de même pour le montage d'une prise RJ45. Hein, ce que moi, comme je vous disais, ce que je demande le plus à mes élèves, hein, c'est-à-dire le montage, que ce soit un noyau dans une baie de brassage ou que ce soit une prise RJ45 murale. Donc, là, le même principe. Même principe, on utilise là aussi une vidéo qui va permettre justement de voir comment on fait ces installations. Donc avec les réserves de câbles par exemple, hein, un autre type d'outil pour dégainer, ce qui peut être pas mal, hein, d'avoir un outil qui est pour, hein, un dénudeur de câble RJ qui est fait pour. Donc on vous montre comment on fait au fur et à mesure justement avec cette prise-là. Alors je sais, j'ai pas relevé la marque, ça c'est du Schneider je pense. Oui, ça c'est du Schneider. Donc voilà, avec du Schneider, au niveau de la prise,
pour justement faire le montage réseau correct. Alors ces prises-là, c'est pareil, il y en a plein qui existent, il y a plein de types de prises qui existent. Moi, j'utilise beaucoup les prises Legrand, je trouve qu'elles sont très bien avec le passage central et le détrompeur et ainsi de suite, et la mise au clip correcte. Voilà, après, c'est les utilisations particulières. Mais c'est vrai qu'il y a des tonnes de prises et de fonctionnements différents. Donc, il faut que nos jeunes soient habitués à faire n'importe quelle prise à n'importe quel endroit et surtout de savoir qu'ils ne doivent pas détorsader les conducteurs sur trop long, qu'ils ne doivent pas laisser les conducteurs à nu derrière la prise, comme on peut le voir souvent dans nos ateliers. Hein, le but du jeu, c'est de faire un montage le plus propre possible pour éviter tout ce qui est perturbation. Donc, voilà. Alors, c'était une présentation très rapide de la partie réseau. Alors, je me doute que certains auront envie de plus de choses. Il s'avère que là, je suis déjà à 11h25. Je voulais juste revenir un petit peu sur le réseau mobile qui, pour moi, est important, puisque beaucoup de nos jeunes utilisent le réseau mobile, mais sans savoir vraiment comment ça fonctionne. Pour eux, si, ils savent comment fonctionnent leurs applications de jeu, ou leur WhatsApp, les Snapchat et ainsi de suite. Mais par contre, comment ça communique réellement, c'est un peu plus compliqué pour eux. Et c'est vraiment chouette ce séjour en Bretagne. Tiens, je t'envoie une photo. Tu l'as reçue? À l'instant. Tu te rends compte? Elle a parcouru un sacré voyage pour s'afficher sur mon smartphone. Et super rapidement. Effectivement. Quand tu envoies une vidéo, une photo ou même un SMS depuis ton smartphone, il passe sur le réseau mobile 3G ou 4G. Reprenons ta photo. Elle est codée dans un langage informatique grâce à des combinaisons de 0 et de 1. C'est le langage binaire. Dans ton téléphone, il y a une carte électronique qui transforme les suites de 0 et 1 en signal électrique. La photo passe alors de la partie numérique à la partie analogique. Compris. Et après, c'est l'antenne qui transmet le signal? Oui, c'est ça. L'antenne transforme le signal électrique en onde électromagnétique qui se propage ensuite dans l'air pour atteindre l'antenne relais la plus proche, qu'on appelle aussi station de base. À ce niveau, l'onde électromagnétique est à nouveau transformée en signal électrique. Ce signal est alors transmis sur de très grandes distances par des câbles électriques ou des fibres optiques jusqu'à un autre relais qui repère mon smartphone dans son voisinage. Tu me suis? Ok, je te suis. Et ensuite, il se passe quoi? Ensuite, il suffit de suivre un processus inverse par rapport à l'émission. La dernière antenne relais transforme à son tour le signal électrique en onde électromagnétique. Cette onde se propage jusqu'à l'antenne de mon smartphone. L'onde passe alors sous forme de signal électrique avant d'être traduit en langage binaire par la carte électronique du smartphone. Les combinaisons de 0 et de 1 sont enfin décodées pour afficher ton image sur mon écran. Là, tu me parles de la 3G et de la 4G, mais j'ai entendu parler de la 5G aussi. C'est quoi la différence? Pour la 5G, le principe est le même, mais on peut transmettre plus d'informations et plus rapidement. Imagine télécharger un film en haute définition en quelques secondes. Le but est de diminuer le délai d'acheminement des informations de 10 à 1 milliseconde. Par exemple, en demandant aux antennes relais à proximité des smartphones de prendre en charge des calculs qui sont aujourd'hui réalisés sur des serveurs lointains. Sans oublier qu'il y aura toujours plus d'utilisateurs et d'objets connectés, non seulement des smartphones, mais aussi des montres, des voitures ou même des robots. Génial! Et ce n'est pas possible de faire tout ça avec la 4G? La 4G a déjà augmenté le débit, mais avec la 5G, il sera 50 fois plus important. En général, pour augmenter le débit, on cherche à élargir la bande de fréquence du signal transmis, c'est-à-dire l'écart entre la fréquence la plus faible et la fréquence la plus haute du signal envoyé. Mais aujourd'hui, entre la radio, la TNT, les satellites, l'aéronautique, la météorologie ou même les télescopes scientifiques, presque toutes les gammes de fréquences des ondes sont déjà exploitées. Résultat, la partie du spectre réservée à la 4G n'est plus assez grande. Elle commence à être saturée. Si l'on veut intégrer encore plus d'objets connectés, il faut donc coloniser une autre partie du spectre radio où de grandes bandes de fréquences sont encore disponibles. La 5G utilisera des bandes de fréquences plus larges que la 4G. Et cela dans une gamme de fréquences pouvant aller de 30 GHz à 300 GHz. Elles correspondent au domaine des ondes millimétriques. Comme ces ondes ont des fréquences plus élevées, elles s'atténuent plus rapidement dans l'air au fur et à mesure qu'elles se propagent. Et si ça va moins loin, on fait comment pour recevoir les informations? La solution, c'est d'installer plus d'antennes relais sur le territoire. On les appelle des stations de base millimétriques. Comme ça, on densifie le réseau pour connecter localement un maximum de personnes ou d'objets.
Dans ces bandes de fréquences millimétriques prévues pour la 5G, les antennes sont aussi plus petites que celles pour la 4G. Pratique, car dans un même espace, il est possible d'associer beaucoup plus d'antennes et donc d'augmenter la puissance reçue dans certaines directions et de suivre plusieurs utilisateurs mobiles en même temps. Mais il va y avoir des signaux dans tous les sens. Ça risque pas de faire des interférences? L'avantage des antennes millimétriques, c'est qu'elles peuvent envoyer des signaux dans des directions beaucoup plus précises que les antennes utilisées actuellement pour la 4G. En attendant, restons tous sur de bonnes ondes. Donc voilà, moi j'aime bien cette petite vidéo aussi qui explique assez bien au début justement la transition qui est faite entre l'information du smartphone et l'arrivée à un autre smartphone. Alors eux, ils partent directement sur l'antenne, ils reviennent directement sur un circuit, ils disent cuivre ou fibre. Donc si on veut faire de la vraie 4G, il vaut mieux que ce soit de la fibre en sortie du mât. Mais on a aussi encore en France des fonctionnements en FH, en fréquence hertzienne, d'antenne en antenne, donc qui sont pas les meilleurs, mais c'est au fur et à mesure, tout est en train d'être fibré. Là, pour l'instant, on a vraiment le principe d'avoir les instructions. Alors, il parle de la 5G, il parle des bandes de fréquences de 30 GHz à 300 GHz. En France, pour l'instant, les essais sont faits sur du 3,5 GHz. C'est les essais, c'est les tours d'essai qui, à l'heure actuelle, est 3,5 GHz. Alors, je sais que cette vidéo, elle va en faire hurler plein sur ceux qui sont anti-ondes. Mais la 5G, il est vrai que, étant donné qu'on est sur des fréquences encore plus hautes, et bien obligatoirement, on va être obligé de densifier notre parc d'antennes. Et ce parc d'antennes, en fait, ce n'est pas grave de le densifier. Parce qu'en fait, plus on densifie un parc d'antennes, moins on a d'émissions sur les gens. Donc, on a moins de fortes émissions. Et on a donc des téléphones cellulaires qui sont obligés de moins forcer pour aller se connecter à une antenne et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, si on voulait vraiment limiter la nuisance des ondes, il faudrait qu'on multiplie le nombre d'antennes un peu de partout. Donc, à la suite de cette vidéo, il y en a une autre, mais je ne vais pas vous la passer en plein là aussi. L'heure tourne beaucoup. C'était un principe du téléphone portable, comment il téléphone. Donc voilà, c'était le principe que vous serez amené à regarder avec. Je trouve que c'est une vidéo qui est bien faite aussi. Je voulais en fait plutôt finir ce webinaire sur une information que j'aime bien. Sur une information que j'aime bien. Alors ça, c'est plus une vidéo qui pour les électroniciens purs. Je sais que moi, c'est une vidéo que j'aime bien pour leur montrer comment fonctionne un téléphone, c'est-à-dire comment il fait pour faire les transferts de voix et ainsi de suite, donc avec des rappels sur les différentes fréquences utilisées. Et, par contre, derrière, je vous ai rajouté une chose que j'aimais beaucoup. Il y a eu un super reportage qui a été fait à une époque sur un site communautaire de fournisseurs d'accès. C'était le site Univers Freebox qui avait eu la possibilité d'aller voir en fait tout le réseau de Bouygues Télécom à l'époque. Et donc, ils avaient fait un superbe article. Moi, j'ai trouvé un très, très bon article, très détaillé justement sur les différents réseaux mobiles. Donc, je vous ai mis un accès PDF et doc, comme ça vous permet justement de reprendre la chose à votre goût et de faire ce que vous avez. Oui, on ne parle plus d'électronique, on parle de SN, c'est vrai, c'est vrai, j'admets. Donc, pour les SN risques, par exemple, qui sont sur les réseaux, donc voilà, il y a une partie de la vidéo d'avant qui est très très bien. Et là, je vous ai mis un accès sur la drop à la téléphonie mobile. Alors, bon, c'est de la 3G, on parle de la 3G, mais bon, que ce soit de la 3G ou autre, il n'y a pas vraiment de grande différence au niveau de l'équipementier derrière. Donc, avec une petite explication du système, donc le réseau mobile, comment ça marche. Et moi, j'ai trouvé quelque chose de très, très détaillé, donc même à alléger pour nos élèves, à mon avis. Donc, avec la partie radio du réseau, donc toute une explication du fonctionnement de la téléphonie. Donc, c'était quelque chose qui avait été fait, donc, comme je vous disais, par le site Univers Freebox. Et donc, ça parlait de Bouygues Télécom. Donc, on avait donc tous les éléments de réseau 2G, 3G, de la voix, les itinéraires de data, tous les fonctionnements sympathiques. Donc, les salles machines. Donc, on vous montrait les différentes salles machines, les téléphonies mobiles 3G, donc un peu tout dedans. Donc, moi, j'ai bien aimé la salle test de radio. C'est quelque chose qui a un bel intérêt, enfin pour moi. Voilà, les cages de Faraday pour mobile, c'était très très détaillé. Donc, je vous l'ai mis à disposition. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de l'utiliser. Moi, je sais que je l'utilise avec mes jeunes
donc dans une version un peu amoindrie, hein, suivant le niveau. Mais je trouve que ça, c'est très, très détaillé. Et en plus, il y a des présentations des différents tests qu'on peut faire, ainsi de suite, qui sont faits pour les FAI. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est disponible justement sur le principe. Donc voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je suis même presque à l'heure pour une fois. Je sais que je suis allé un peu vite sur la présentation pour essayer de tenir les clous. Hein, je sais que ça fait rire Fred, mais j'y suis presque arrivé. J'ai remis la caméra. Effectivement, oui, ça me fait rire. On a quelques petites questions, Sébastien. Alors, je vais te les dire. Certains, c'est des compliments. Hein. Donc, on a une personne qui me dit qu'il va devenir addict au confinement avec des aussi belles présentations. Voilà. C'est gentil. Donc, merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, une question. Il est dit dans la première vidéo que les mails sont envoyés. Les mails sont envoyés vers une adresse IP précise. Mais ouais, non. Les mails, voilà. Non, on est d'accord. On vient rechercher, en fait, maintenant, on vient rechercher une boîte mail. C'est vrai que je ne l'ai pas relevé tout de suite. Je voulais la relever et j'étais en train de penser à autre chose et je ne l'ai pas relevé tout de suite. Oui, ce n'est pas une adresse IP précise. Pour l'instant, on vient relever une boîte mail. C'est quand on va relever les mails après qu'il y a une transition faite par une adresse IP précise. On est d'accord. Il manquait une petite étape au milieu. Et c'est vrai que je voulais le préciser et que je ne l'ai pas précisé à ce moment-là. De nouveau, on me redemande le lien URL du site, Sébastien. Est-ce que tu peux nous le retaper dans le… Je vais essayer de le retaper sans erreur ce coup-ci. Voilà, comme ça, moi, je retaperai également dans les questions-réponses. Hop, et voilà, c'est parti. Alors, comme je le disais, un site perso, donc pas beaucoup de bandes passantes derrière, donc il ne faut pas que vous trouviez ça étrange si ça avance pas, parce que j'ai mis les 9 présentations avec les vidéos en qualité HD. Donc, je pense que j'aurais pu essayer de diminuer, mais vu que je le laisse ouvert à tout le monde, j'espère que le principe, ça sera de pouvoir utiliser ces vidéos-là, hein, c'est de la recherche, donc ces vidéos-là pour vos jeunes, pendant vos futurs cours. Donc, c'est vrai que ça pèse, le site il pèse un peu lourd pour l'instant pour un site perso de petite taille. Voilà. Une autre question, d'ailleurs qu'on a souvent dans les webinaires et que j'ai souvent également par email à l'issue des webinaires, où est-ce que tu as trouvé toutes ces vidéos? Ah, sur Internet. C'est des heures et des heures de recherche en fait sur Internet. Je suis féru de techno, j'aime bien… c'est ce qu'on appelle la veille technologique, c'est ce qu'arrête pas de me dire mon inspecteur. Parce que je fais de la veille technologique. Moi, j'adore la technologie, donc c'est vrai que je lis des tonnes de choses, je vais voir des tonnes de choses et j'essaye de trouver des tonnes de choses justement sur des différents fonctionnements. Toute la technologie m'intéresse, donc c'est sur Internet. Je flâne sur des sites, différents sites communautaires aussi, comme Universe Freebox par exemple, sur lequel j'ai trouvé la partie Bouygues Télécom, sur plein d'autres sites en fait technologiques. Et c'est l'idée justement qu'on a avec la plateforme Pro de Techno, c'est justement d'amener cette veille technologique à tout le monde et qu'on puisse faire un partage de tout ce que l'on rencontre tous en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est souvent on voit un truc, on se dit ah, ça faudrait que j'en parle aux collègues. Et on n'a rien qui nous permet de faire un petit blog, un petit post rapide. Hein, je ne dis ça rien. On a des choses dans les académies qui existent, hein, mais voilà, là, on est chacun dans son académie. Là, on voit que dans mon académie, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont connectés de mon académie, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens d'autres académies qui sont connectés. Et c'est vrai que si on avait un petit site communautaire, il y en existe. Hein, il y a MyElec qui existe, il y a des petits sites communautaires qui existent déjà. Mais c'est vrai que si on avait un site où vraiment faire un blog, c'était paf, je copie mon lien que je viens de lire, j'envoie juste l'adresse lien sur le blog et puis c'est fini, ça part. Et si on arrive à monter un truc comme ça, c'est ce qu'on tend à essayer de faire avec ProTechno, c'est d'avoir justement un vrai site communautaire et que toutes les informations qu'on peut glaner se transfèrent partout. Donc là, je vois qu'on m'envoie justement plein de liens
Xavier m'envoie plein de liens sur le CEA, donc merci, hein, parce que c'est quelque chose que je vais regarder avec impatience. C'est Après, les liens, ça je sais, mais c'est après les liens. C'est que mes liens que tu as mis, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir d'autres liens pour moi. Voilà, c'est les liens CEA. Ouais. Alors, ces liens de vidéo, hein, honnêtement, hein, sur les présentations, ils y sont tous. Les présentations ne sont pas sécurisées non plus. Hein. Si c'est la question, c'est pas encapsulé, c'est pas sécurisé. Si vous voulez récupérer la vidéo, vous pouvez, avec n'importe quel appareil pour récupérer une vidéo en ligne, vous la récupérez la vidéo, hein, il n'y a pas de problème. voilà. Donc en fait, oui, ça répond. On me posait la question, peut-on avoir les liens des vidéos, en fin de compte, donc dans les présentations qui sont mises à disposition là, sur le site de Sébastien, dont on vient de donner l'URL, derrière, donc on peut récupérer les vidéos sans. Enfin, vous pouvez... Ouais, rien n'est protégé. Hein. Je n'utilise pas de protocole de protection sur toutes mes présentations parce que déjà, d'une part, c'est pas, pour la plupart, c'est pas mes vidéos. Il y en a certaines, ça l'est, mais là, c'est pas, par exemple, celle-ci, c'est pas les miennes. Donc, c'est pour ça que je laisse tourner la vidéo aussi quand je la montre en plein pour montrer ceux qui l'ont fait aussi, hein, pour les remercier. Donc, non, il n'y a rien de protégé. Si vous voulez récupérer n'importe quel appareil, enfin, applicatif qui sert à récupérer des vidéos sur Internet, fonctionne très bien aussi sur le site. Une autre question, pourquoi ne supprime-t-on pas la 4G pour la remplacer par la 5G? Bah, c'est pas le même fonctionnement en fait. Hein. La 5G, on est en train d'en faire, pas pour moi, hein, ça reste aussi mon avis par rapport à tout ce que j'ai lu. On est en train d'en faire un truc où on va pouvoir télécharger à 1 giga ou à 10 gigas. Honnêtement, avec mon téléphone portable, je ne vois pas vraiment à quoi ça va me servir de télécharger à 1 giga, voire même à 10 gigas, encore moins. Pour moi, la 5G, elle va vraiment être utilisée pour tout ce qui est smart, donc pour tout ce qui est objet connecté, IoT. La 5G, comme c'était montré dans la vidéo, elle a des fréquences vachement plus ciblées. Ça veut dire qu'on vient cibler en fait plus exactement un appareil précis. Et pour moi, la 4G est largement suffisante pour remplacer ce qu'on avait avant en 2G. En fait, réellement, à terme, je pense qu'on va se retrouver avec des 4G pour tout ce qui est voix, données, de petite échelle, SMS et ainsi de suite. Et derrière, par contre, on va utiliser la 5G pour moi pour tout ce qui est voiture connectée, hein, puisqu'on va y arriver à plus conduire, hein, à s'asseoir dans une voiture, est-ce qu'elle nous déplace jusqu'à l'endroit où on veut. Donc, à mon avis, ça va être plutôt dans des choses comme ça ça va se passer, quoi. Donc, la 4G et la 5G, je pense qu'elles vont rester. À terme, on voit au fur et à mesure, hein, ce qu'on appelle le referming des fréquences. Hein. C'est-à-dire qu'au final, les fréquences de 2G, elles sont récupérées pour faire de la 3G, pour faire de la 4G, et au final, on récupère à chaque fois les fréquences donc pour tout réassembler en 4G. Et après, il y aura la 5G qui sera, à mon avis, plus dirigée à IoT. Il y aura des offres aux particuliers, parce qu'il va bien falloir qu'ils rentabilisent aussi leur principe assez rapidement, parce que déployer un réseau 5G, ça coûte cher, autre l'achat des fréquences, hein, et la location des fréquences, puisqu'on loue en France, hein, la location des fréquences, mais derrière, bien entendu, il y a aussi tous les équipements qu'il faut remettre en place et qu'il faut après entretenir régulièrement. On dit, est-ce qu'il y a un logiciel pour récupérer les vidéos sur YouTube, par exemple, etc. Je pense que, enfin, mon avis, on va dire, ça reste mon avis, il vaut souvent mieux peut-être encapsuler les vidéos. Alors c'est vrai qu'après, quand elles sont supprimées, n'importe quoi, ça peut être gênant, mais il est rare quand même que les vidéos soient supprimées de YouTube. Il vaut mieux des... Moi, c'est vrai que je les récupère pour les insérer pour éviter de laguer, en fait, hein, tout simplement. Je sais que les réseaux sont très compliqués en ce moment. Donc, vu que je travaille un peu plus la nuit pour récupérer toutes ces vidéos-là, je préfère les intégrer dans ma présentation. Et il est vrai que le plus simple, c'est que les vidéos YouTube, en général, elles ne disparaissent pas. Hein, parce que YouTube, c'est quand même un gros fournisseur, donc ils ne disparaissent pas. Donc, c'est vrai que de juste avoir le lien ou de faire un... Moi, je les récupère pour éviter que le matin, quand on fait la présentation, on se retrouve avec un lag, par exemple, sur mon réseau, hein, parce que voilà, j'ai aussi des enfants qui font leurs devoirs et ainsi de suite. Donc, pour éviter tous ces lags-là, je préfère les télécharger pour que vous les ayez vraiment et qu'elles soient fonctionnelles directement de mon ordinateur. Après, elles sont dispo sur YouTube et ça reste dispo sur YouTube. C'est vrai que pour mon site à moi, il faudrait mieux que ça soit un lien YouTube qui fonctionne. Ça allégerait largement mon site. Mais bon. Oui, je suppose que c'est vrai qu'en termes d'espace de stockage, ça commence à faire... Ça commence à faire un peu du monde, ouais, au niveau des webinaires. Sur YouTube, vous avez souvent partagé, vous avez des liens après pour pouvoir les intégrer, etc. Les redimensionner un petit peu comme vous citez, ça peut
ça peut être pas mal. Voilà, bah, tiens, si. Encore un compliment hein, qui te dit merci pour le lien de rmsmartgrid.fr, c'est un véritable cadeau. Voilà, donc, C'est le principe du partage. voilà. On espère que ça continue après le confinement, qu'il y ait un partage global qui se fasse entre Voilà, les enseignants. c'est un petit peu, alors, comme vous en a parlé Sébastien, on est en train de monter une plateforme qui s'appellera ProTechno, un seul mot, où le but justement c'est surtout ce qui est STI, hein, donc pas nécessairement que de l'électrotech, excusez-moi, que oui. J'ai parlé avec les vieux mots, même si je me fais engueuler par certains collègues. Hein, c'est pas que Melec et SN. Voilà. Voilà, donc ce ne sera pas que Melec et SN, ça sera également de la maintenance, de la construction, de la construction du FSM, hein, du MEI ou du MC ou MSPC, je crois, la future dénomination de la maintenance, voilà. Que ce soit toutes ces grandes filières, en fait, qui sont autour du STI, hein, le but, c'est de pouvoir partager des ressources à l'intérieur. Voilà. On me pose aussi, enfin, on me dit, est-ce que la 5G perturbera moins la TNT? Ah oui, puisque la TNT, on est sur des fréquences bien plus basses. Hein. Le dernier refarming qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté les fréquences 700 MHz de la TNT pour les fournir à la 4G. On a vu sur la vidéo, bon, eux, ils parlent de 30 GHz. En France, on commence à 3,5 GHz. On n'est pas du tout dans les fréquences de la TNT. Voilà. Donc, je pense que pour une fois, on va finir avant midi. Hein. Alors, pour votre information, on a programmé. Alors, on a programmé cet après-midi pour des enseignants qui sont plus, on va dire, qui font de la FSM, hein, de l'analyse fonctionnelle et structurelle mécanique, hein, qu'on appelait avant en construction mécanique. Un petit webinaire sur un train avant de véhicules imprimés à la 3D. Mercredi matin, on retrouve de nouveau Sébastien pour tout ce qui est paramétrage réseau, hein, où donc en fait un petit webinaire tutoriel sur l'utilisation Cisco Packet Tracer, un logiciel gratuit qui est fourni par Cisco, donc qui permet justement de travailler les réseaux, même dans une période où on n'a pas de réseau devant nous pour les jeunes. Voilà. Vendredi, on retrouvera de nouveau Sébastien pour une présentation sur IliPro, hein, qui est un logiciel de conception de schémas électriques pour le résidentiel tertiaire. Ouais, c'est un logiciel complet qui est fourni par la société Legrand. Voilà, alors il y en a d'autres qui existent. Hein. Moi, je sais que j'utilise celui-ci, donc je propose ça. Voilà, qui est un logiciel qui va nous permettre de faire plein de choses au niveau des schémas et tout schéma, hein, que ce soit schéma électrique ou même schéma d'implantation. Voilà. Juste ensuite, alors, qui vous concerne peut-être moins si vous êtes enseignant Melec SN, on fait 2 autres webinaires, mais vous pouvez en parler un petit peu à vos collègues autour de vous. Il y en aura un demain matin sur tout ce qui est scan 3D avec des logiciels de reconstruction, et un autre jeudi matin sur l'impression 3D métal, et spécifiquement aujourd'hui arrive le cuivre, et donc ce sera sur ce sujet. Pour tout ce qui est dans tous les webinaires, alors c'est vrai que je vous envoie un mail à chaque fois pour bien avoir le bon lien d'inscription. Hein, néanmoins, sur nos Facebook et sur nos LinkedIn, nous les annonçons aussi avec les liens d'inscription. N'hésitez pas autrement à envoyer des mails à Laurence, à Lionel et à Hugo. Hein, je vous les tape dans le chat. Hop là. Ça y est. Donc, je vous ai mis les emails. Hein, vous n'hésitez pas
à les solliciter pour avoir les liens. Sébastien, Ouais. si tu as quelque chose à rajouter. Non, pour l'instant, pour aujourd'hui, ça sera bon. Je vous dis à Voilà. mercredi pour ma part et aux autres webinaires des autres collègues. Voilà. Une chose, hein, voilà, je répète, hein, mais ces webinaires sont également ouverts, en fait, ouverts. Vous pouvez donner les liens de notre chaîne YouTube pour que vos élèves puissent ce matin, j'ai reçu beaucoup d'emails d'élèves qui voulaient venir sur la plateforme, etc. On préfère, voilà, on préfère, si vous voulez, réserver la plateforme aux enseignants et dédier. C'est un gros problème de RGPD. Hein, donc, Voilà. Le plus gros problème en fait qu'on a, c'est la RGPD. C'est-à-dire que vous êtes des adultes, vous vous connectez en donnant vos adresses email. Ça ne nous pose aucun problème, on va dire, d'ordre mental. Là, par contre, au niveau des jeunes, c'est plus compliqué au niveau de la RGPD. Donc, c'est vrai qu'on a préféré envoyer du YouTube Live, même avec 1 minute d'écart sur la plateforme YouTube. Pourquoi? Parce que les jeunes ne sont pas obligés de s'inscrire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une collecte d'informations. Cette collecte d'informations, c'est avec la RGPD, c'est assez compliqué. Dans cette période-là, on ne nous a pas assoupli les règles non plus. Donc, il faut vraiment qu'on fasse très attention à ça. C'est pour ça que nous, on préfère que les jeunes soient sur YouTube. Moi, les miens sont sur YouTube. Ils n'accèdent pas à la plateforme Zoom. Alors, c'est vrai que ça nécessite que je sois connecté à YouTube et que je réponde aux questions si besoin. Voilà. Bon, après, ils m'envoient des mails et ainsi de suite. Hein, donc, ça fonctionne très, très bien. Mais il faut vraiment faire attention à la RGPD. Hein, c'est des maîtres mots en ce moment de tous les recteurs d'académie. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ont été mises en place depuis le début. Hein, donc, mais le problème, c'est qu'on a un peu fait ça à la hâte puisqu'on n'était pas préparé. Et qu'au final, on se retrouve des fois avec des gros problèmes de RG. Donc, il vaut mieux éviter que les jeunes s'inscrivent à plein de choses, même s'ils le font pour eux habituellement. Mais là, c'est eux qui sont responsables. Ce n'est pas nous qui leur demandons d'y aller. Donc, c'est pour ça que la plateforme YouTube Live, elle a l'avantage de ne nécessiter aucune connexion. Vous êtes dessus, vous y allez, ça marche. Voilà. Pour tous ceux qui reçoivent, parce que là j'ai des petits messages en me disant je ne reçois pas l'invitation, voilà. Vous pouvez également nous envoyer un petit mail. Alors, je vais vous mettre ici, c'est le mail général de ERM. Donc, dans les conversations, on me demande si on peut faire participer les élèves de BTS de plus de 18 ans. Là, c'est pareil, hein, c'est un problème. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Hein, ils sont majeurs, donc ils sont libres. Mais si c'est vous qui leur demandez de venir se connecter, c'est vous qui êtes tributaire de la RGPD qui va avec. Hein, donc voilà, moi, les BTS, j'y vois pas d'inconvénient, mais c'est vrai que la plateforme YouTube est la plus simple. Et après, quand on est trop de participants aussi, ça perd un peu de son interactivité, puisque le problème, c'est de répondre après à tout le monde. Hein. Alors qu'il y a Fred qui est derrière, j'ai du monde qui est derrière pour être sur YouTube aussi. Voilà, ça nécessite pas mal de gens pour arriver à organiser quelque chose qui fonctionne. Donc, voilà, pourquoi pas, mais après, la RGPD est assez compliquée. Donc, moi, personnellement, je prévaux un peu le moindre risque. Tout ce qui est élève, étudiant, YouTube, et après, enseignant, on est libre de droit, on fait ce qu'on a envie de faire. On se connecte, nous, sur la plateforme. Alors, je vois aussi Catherine Huchon qui nous remercie, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que je la vois tout le temps. Elle nous remercie, elle nous dit que le rendez-vous est devenu incontournable pour elle. Écoutez, c'est super, c'est ce qu'on voulait en fait, voilà, qu'on arrive à intéresser les gens et qu'on arrive à donner des informations supplémentaires en espérant que ce partage grandisse après en interacadémique. Voilà. Écoutez, il est bientôt midi, donc on va donc finir cette présentation. Et on vous donne rendez-vous à ceux qui le souhaitent, hein, soit cet après-midi, soit mardi matin. Mercredi matin spécial Melek Essen, hein, et également vendredi matin spécial Melek Essen. Derrière, avec Sébastien, en fonction de la durée du confinement, on verra sur vos programmes quelques autres webinaires. Voilà. On vous remercie pour votre présence et puis on vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci à vous tous. Au revoir.